Une valise contenant 5 milliards de francs CFA traverse Ouagadougou et la ville semble respirer comme si de rien n'était. Pourtant, derrière ces minutes banales, l'argent tente d'acheter un basculement interne en compressant des années de pressions étrangères en une opération éclair visant le cœur de l'armée burkinabé. Pourquoi cette scène oblige-t-elle Ibrahim Traoré à arbitrer, sans marge d'erreur, entre ouverture extérieure et souveraineté? Parce qu'ici, la loyauté nationale a un prix, et l'on comprend soudain que ce qui entre sans bruit peut gouverner par la peur, la rumeur et la fatigue. Ce récit s'engage sur une promesse simple mais exigeante. Expliquer, sans emphase inutile, comment une tentative apparemment banale révèle les mécanismes profonds de la loyauté institutionnelle. Il ne s'agit pas de dramatiser une affaire isolée, mais de montrer comment un État mesure, presque en temps réel, sa capacité à résister aux influences qui n'assument jamais. Oh non. L'enjeu dépasse la personne ou l'événement. Il touche à la boulevarderie, à la solidité des chaînes de commandement, à la confiance interne et à la crédibilité extérieure. Pour le lecteur, le bénéfice c'est précis, comprendre en quoi une valise d'argent devient un test stratégique et non un simple fait divers. Cette lecture permet de saisir pourquoi certaines décisions prises dans la discrétion engagent durablement l'avenir politique et sécuritaire d'un pays. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un symbole figé, mais comme un acteur contraint d'arbitrer sous pression avec des informations incomplètes et des risques asymétriques. Le danger est clair. Ignorer ces signaux fragilise l'État. Y répondre sans méthode peut l'isoler. Entre vigilance et surenchère, la marge est étroite. D'abord, une première révélation s'impose. La somme exacte, 5 milliards de francs CFA, n'était destinée à financer aucun projet. Elle visait un basculement interne précis et cette intention a été identifiée avant même que l'affaire n'éclate publiquement. Ensuite, une deuxième révélation, tout aussi déterminante. Les services burkinabés suivaient l'opération depuis plusieurs semaines, convaincus que l'argent n'était que la partie visible d'une stratégie plus profonde ciblant l'armée. Ce point de départ change tout. Il montre que l'épisode n'est ni improvisé ni isolé, mais inscrit dans une séquence comprimée où chaque rendez-vous discret concentre des années de pression étrangère. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'intervient pas comme un spectateur tardif, mais comme l'arbitre d'un équilibre déjà fragile, informé d'un risque qui dépasse largement un simple acte de corruption. Le contexte éclaire cette lecture. Depuis des années, les coopérations militaires assistées dans elles ont parfois mêlé appui officiel et dispositifs opaques, où conseils stratégiques, programmes conditionnels et flux financiers se superposent. Cette superposition crée une zone grise. L'aide légitime y côtoie des tentatives d'influence plus insidieuses, capables de tester la cohésion sans déclencher de crise ouverte. Dans le dossier en question, les enquêteurs ne se sont pas arrêtés au porteur de la valise. Ils ont cartographié les communications, repéré les intermédiaires financiers et suivi des signaux faibles reliant plusieurs capitales régionales.
Ce travail patient révèle une logique connue. Approcher des officiers occupant des positions charnières, semer le doute par la promesse d'un soutien extérieur, puis mesurer les réactions internes. Pour illustrer concrètement, un micro-cas s'impose ici. Un officier de terrain, respecté mais peu médiatisé, remarque l'insistance inhabituelle d'un contact étranger, trop précis dans ses promesses implicites. Plutôt que de rompre, il choisit de documenter chaque échange. Cette décision transforme un risque immédiat en source d'informations structurées. La question suspendue devient alors inévitable. Si l'argent n'est qu'un déclencheur, jusqu'où s'étend réellement le réseau qui l'active? Le récit se resserre autour d'un personnage discret, volontairement maintenu en arrière-plan. Cet officier de terrain ne détient ni rang spectaculaire ni pouvoir politique direct, mais il incarne un point de jonction critique entre information brute et décision stratégique. Son rôle consiste à observer, enregistrer et transmettre sans jamais révéler que la chaîne de commandement est déjà alertée. Cette posture, exigeant sang-froid et surveillance, devient l'un des premiers remparts contre la fragmentation interne. À travers lui, l'impact précoce de l'opération apparaît clairement. Dans certaines unités, de simples rumeurs de soutiens extérieurs suffisent à créer une tension latente. Les soldats s'interrogent, les conversations informelles se chargent de soupçons et l'équilibre psychologique commence à vaciller. Ce phénomène, bien avant toute arrestation, montre que la bataille se joue d'abord sur le terrain de la perception. C'est précisément à ce stade que les décisions prises au sommet prennent toute leur importance. Et que c'est Ibrahim Traoré est informé de la progression du dossier sans chercher à accélérer l'exposition publique. Le choix est délibéré. Éviter la panique, préserver la cohésion et laisser le réseau s'exposer par sa propre insistance. Cette retenue, rarement visible, conditionne la suite des événements. L'impact se mesure aussi dans la méthode. Les officiers approchés feignent l'hésitation, acceptent des rencontres supplémentaires et consignent chaque détail. Cette discipline collective transforme une tentative de déstabilisation en un exercice de résilience institutionnelle. Avant même le choc médiatique, un premier résultat est atteint. La loyauté cesse d'être abstraite, elle devient un comportement observé et vérifié. En quelques mots, l'essentiel tient ainsi. Une armée tient d'abord par la confiance qu'elle protège. Tout commence par un signal presque anodin. Un nom d'étranger revient trop souvent dans certaines conversations militaires, accompagné de promesses bêtes, et d'un vocabulaire rassurant. Ce déclencheur est sans mais suffisant pour ouvrir un dossier discret. À ce stade, l'objectif n'est pas l'interpellation, mais l'observation, comprendre le rythme, la méthode et le calendrier implicite de l'approche. Très vite, la phase de montée s'enclenche. Les contacts se multiplient, les propositions se précisent et le langage évolue. Il n'est plus question de principe, mais de garantie, de soutien financier et d'un avenir présenté comme sans turbulence. Les rendez-vous changent de nature. Ils quittent les lieux ordinaires pour des espaces comme plus neutres, hôtels du centre-ville, résidences anonymes, restaurants où personne ne pose de questions aussi. À chaque rencontre, les officiers jouent le rôle attendu tout en transmettant systématiquement les informations à la chaîne de commandement. Dans cette séquence, le facteur temps devient central. Les enquêteurs constatent une accélération inhabituelle. Les propositions se resserrent, les délais
se raccourcissent derrière et la pression augmente. Cette compression indique et à ça que l'opération n'est pas opportuniste, mais calibrée pour coïncider avec une phase sensible de réorganisation interne de l'armée. Informé de sa d'évolution, Ibrahim Traoré valide une stratégie claire. Laisser le processus suivre son cours afin d'en révéler toute l'architecture. La phase critique s'approche lorsque les flux financiers sont confirmés. Les cellules, comme ça, c'est spécialisé et comme identifient plusieurs transferts rapprochés et ça et transitant par des structures écrans et des intermédiaires régionaux. L'argent, désormais traçable, n'est plus une hypothèse mais un élément matériel. Cette confirmation transforme la lecture du dossier. L'objectif n'est pas seulement de corrompre, mais de tester la solidité du commandement par une offre ciblée. Le point culminant survient lors du rendez-vous final. Le lieu est choisi pour sa banalité apparente, un hôtel fréquenté mais segmenté, propice à la discrétion. L'intermédiaire pense conclure. Les billets sont prêts. La valise aussi. Ce qu'il ignore, c'est que la scène est déjà sous contrôle. Une unité spéciale occupe les espaces adjacents, coordonnés, et voilà, c'est avec précision. Lorsque le signal convenu retentit, l'intervention est rapide et silencieuse. Les gardes sont neutralisés, la mallette saisie, l'intermédiaire arrêté. En quelques minutes, une opération pensée sur plusieurs mois s'effondre. L'information remonte immédiatement au sommet de l'État. Ibrahim Traoré autorise la mise sous scellé et la diffusion contrôlée des premières conclusions. À partir de cet instant, le récit change de statut. Ce qui relevait du soupçon devient une preuve tangible. L'événement cesse d'être interne. Il s'inscrit dans l'histoire politique du pays comme une tentative de basculement avorté, révélatrice d'une guerre d'influence menée sans déclaration formelle. Le premier socle factuel repose sur les flux financiers. Entre juillet et octobre 2024, les cellules spécialisées identifie des transferts cumulés dépassant 5 milliards de francs CFA, ventilés en plusieurs opérations rapprochées. Pour situer le point de départ des mouvements financiers isolés déjà observés par le passé dans des contextes de coopération ambigus. Ce qui change ici, une concentration inhabituelle dans le temps, reliée à des structures écrans et à des intermédiaires régionaux. Cette bascule indique un changement d'intensité, non un simple bruit de fond. Un deuxième indicateur concerne les circuits utilisés. Les fonds transitent par des ONG écrans et des consortiums hybrides installés entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Chaque virement pris isolément peut sembler légitime. Pris ensemble, ils dessinent une architecture cohérente destinée à contourner les mécanismes officiels de contrôle. La lecture claire et claire. L'argent ne cherche pas la visibilité. Il cherche la pénétration lente, là où la vigilance s'émousse. Troisième élément, sans chiffrer, comme les communications. Les enquêteurs recensent 32 appels cryptés en moins de 3 semaines, tous ça effectués depuis des terminaux dédiés vers des contacts situés hors du territoire.
Et pour situer, le point de départ, un volume de communication compatible avec une coopération technique ordinaire. Ce qui change ici, une synchronisation précise avec les rendez-vous physiques et les pics de transfert financier. Ce chevauchement révèle une coordination, pas une coïncidence. À ces données s'ajoute un indicateur social souvent négligé. Dans les 48 heures suivant l'arrestation, plus d'1 million de messages circulent sur les réseaux sociaux nationaux. Ce chiffre, au-delà de son ampleur, sert de thermomètre. Il montre que la tentative de déstabilisation n'a pas seulement échoué, elle a déclenché un réflexe de cohésion. Pour les analystes, cette réaction collective invalide une hypothèse centrale des réseaux hostiles, l'idée d'une armée et d'une société fragmentée prête à se retourner sous pression financière. La décision de rendre publics ces chiffres n'est pas automatique, donc elle relève d'un calcul stratégique assumé. Ibrahim Traoré choisit de déplacer le débat du registre émotionnel vers celui de la preuve. Montrera les montants, les volumes d'appels et les temporalités contraint les acteurs extérieurs à répondre sur des faits, non sur des perceptions. Cette exposition maîtrisée agit comme un révélateur. Elle rend visible ce qui, d'ordinaire, reste confiné aux rapports internes. Pris ensemble, ces indicateurs forment un triptyque rare. Argent, communication, réaction sociale. Aucun, prié d'être séparément, ne suffirait à établir une tentative structurée de subversion. Ensemble, ils décrivent une mécanique complète, depuis l'injection financière au test de résilience collective. La preuve ne réside pas dans un chiffre spectaculaire, mais dans la cohérence d'un ensemble mesuré. La question qui s'impose alors est qu'elle n'est plus de savoir si l'ingérence existe, mais jusqu'où elle aurait pu aller sans cette lecture méthodique des données. Deux thèses s'affrontent lorsque l'affaire devient publique, et chacune possède une cohérence interne qu'il serait réducteur d'ignorer. La première, relayée par certaines chancelleries et analystes occidentaux, avance que le Burkina Faso risque de s'enfermer dans une forme de paranoïa d'État. Selon cette lecture, la dénonciation répétée de l'ingérence étrangère et combinée à des ruptures diplomatiques rapides affaiblirait la coopération internationale indispensable à la sécurité et au financement du pays. Le risque identifié est structurel. Moins d'aide, moins d'investissement et une exposition accrue aux chocs économiques et sécuritaires. Cette position s'appuie sur des précédents tangibles. Dans plusieurs États fragiles, l'isolement diplomatique a précédé une détérioration rapide des capacités institutionnelles. De ce point de vue, réagir trop fermement à une tentative avortée pourrait coûter plus cher que le dommage initial en fermant des canaux de dialogue encore utiles. La thèse inverse renverse la perspective. Pour une nouvelle génération d'intellectuels africains et d'analystes régionaux, l'affaire des 5 milliards, ça illustre au contraire un mécanisme ancien, l'utilisation de flux financiers, de récits et d'intermédiaires pour influencer des chaînes de commandement sous couvert de coopération. Dans ce cadre, ignorer ou minimiser ces signaux reviendrait à accepter une dépendance prolongée, au coût cumulé bien supérieur à ceux d'une tension diplomatique ponctuelle.
Cette lecture s'appuie sur des éléments factuels précis. Les transferts identifiés, les communications cryptées et le ciblage d'officiers occupant des positions charnières ne relèvent alors pas d'une hypothèse théorique. Nestor, ils constituent un événement documenté, difficilement compatible avec une simple coïncidence. Ici, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un idéologue que comme un décideur confronté à une contrainte: protéger la cohésion interne sans rompre totalement avec l'extérieur. L'arbitrage réel se situe entre ces deux pôles. Oui, le risque d'isolement existe et comporte des coûts significatifs. Oui, l'autonomie comporte des sacrifices. Mais l'épisode montre surtout que la coopération, pour rester légitime, doit être lisible et réciproque. Sans cette condition, elle devient un levier de fragilisation plutôt qu'un appui. Le basculement du récit intervient lorsque les enquêteurs établissent que l'intermédiaire arrêté n'opérait pas seul, mais chassait comme un maillon d'une chaîne active simultanément dans plusieurs capitales régionales. Cette découverte change d'échelle. L'affaire cesse d'être nationale, elle devient régionale, inscrite dans une logique de tests parallèles menés au même moment. Dans cette phase pivot, Ibrahim Traoré adopte une posture contre-intuitive. Plutôt que d'étouffer l'information pour préserver une stabilité de façade, il choisit d'en dévoiler une partie. Cette transparence contrôlée crée un effet de surprise. Les acteurs extérieurs, habitués à l'opacité, se retrouvent contraints de réagir à des faits partiellement sans maîtriser à stage le tempo. Les documents saisis indiquent ainsi que des montages financiers similaires ont été observés ailleurs dans le Sahel avant des transitions politiques forcées. Cette répétition suggère une méthode, non une improvisation. Elle éclaire aussi le timing. L'opération burkinabé intervient au moment précis où l'armée réorganise ses structures internes, période classiquement vulnérable aux influences. À ce stade, la lecture se renverse. L'échec du complot n'est plus seulement une victoire défensive, il devient un signal envoyé à l'échelle régionale. Il indique qu'un cycle peut être interrompu avant son aboutissement, à condition de reconnaître les schémas et d'accepter le coût politique de leur exposition. Les effets de l'opération déjouée se déploient en 4 cercles distincts, chacun révélant une facette différente de l'impact réel d'un événement clandestin. À chaque niveau, les décisions prises au sommet de l'État structurent la réponse, et la figure d'Ibrahim Traoré sert de point d'articulation entre réaction immédiate et recomposition durable. Au niveau de l'État et des institutions, la première conséquence est une normalisation de la transparence comme outil politique. La publication partielle des données financières et communicationnelles marquent une rupture avec des pratiques antérieures plus opaques. Cette exposition y assumée renforce la crédibilité interne des institutions, qui apparaissent capables d'identifier et de documenter une menace sans sombrer dans l'arbitraire. Elle redéfinit aussi la relation entre pouvoir exécutif et opinion publique, fondée davantage sur la preuve que sur le discours. Dans l'armée, l'impact est plus immédiat encore. La rumeur de soutien extérieur, auparavant source de suspicion, perdent de leur pouvoir corrosif. Les officiers loyalistes voient leur posture validée publiquement, et la loyauté cesse d'être implicite. Les Chikataka est une chaîne de commandement testée
par l'approche financière ressortent renforcés par l'épisode. Des ajustements sont engagés dans la formation et le contrôle interne visant à réduire les zones de vulnérabilité révélées par l'affaire. Et sur le plan économique, les conséquences sont indirectes mais tangibles. La mise en lumière de circuits à faits financiers parallèles accélère la volonté de renégocier certains contrats, notamment dans les secteurs extractifs. Les partenaires étrangers comprennent que les pratiques antérieures sont désormais observées avec une vigilance accrue. Parallèlement, l'État identifie plus clairement les pertes fiscales liées au réseau d'influence, ouvrant la voie à des audits ciblés et à une meilleure captation des ressources. Enfin, sur le plan sociétal, l'effet est profond. La réaction massive de la population, mesurée par l'afflux de messages et de manifestations de soutien, traduit un sursaut civique rare. Cette mobilisation ne se limite pas à l'émotion, elle modifie les comportements. Le débat sur la souveraineté, autrefois abstrait, s'invite dans les écoles, les associations et les médias locaux. Une vigilance collective s'installe, moins fondée sur la peur que sur la responsabilité. Pris ensemble, ces quatre cercles montrent que l'événement dépasse largement son point de départ. Il transforme une tentative de déstabilisation en catalyseur de cohésion, avec des effets qui notamment s'étendent aux tendances bien au-delà de l'arrestation initiale. À partir des signaux déjà visibles après l'affaire des 5 milliards. Trajectoire plausible se dessine pour les mois à venir. Elton repose pas sur des projections spéculatives, mais sur des dynamiques observables depuis la révélation de l'opération des jouets et sur les choix politiques qui en découlent. Dans un scénario de base, quand le Burkina Faso poursuit une ligne de continuité prudente, les autorités qui consolident la cohésion interne, renforcent les dispositifs de contrôle au sein de l'armée et maintiennent une gestion mesurée des alliances extérieures. Et les réformes envisagées avancent sans rupture majeure. La souveraineté progresse par ajustements successifs au prix d'une tension diplomatique contenue mais persistante. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré privilégie la stabilité institutionnelle considérée comme la meilleure protection contre de nouvelles tentatives d'ingérence discrète. Le scénario optimiste repose sur une montée en puissance régionale, la coopération accrue avec les pays voisins du Sahel, notamment au sein de cadres sécuritaires et économiques communs, crée des effets d'entraînement, mais que une mutualisation de certaines capacités, échanges renforcés et diversification des partenariats réduisent la dépendance aux circuits traditionnels. Ce scénario transforme une posture défensive en stratégie proactive. Il suppose toutefois une coordination politique soutenue et une capacité à absorber les chocs extérieurs sans fragmenter l'unité interne. Le scénario le plus sombre envisage un cumul de pression, des sanctions partielles, un retrait accéléré de certains partenaires ou de nouvelles campagnes de déstabilisation informationnelle fragilisent les acquis récents. Dans ce contexte, la cohésion révélée par l'épisode de la valise pourrait s'éroder sous l'effet de contraintes économiques et sécuritaires prolongées. Tintin. Le risque principal n'est pas l'effondrement immédiat,
mais l'usure progressive des institutions. Ces trois trajectoires maintenant partagent un point commun, aucune n'est automatique. Chacune dépend de décisions fines, prises sous contrainte, où chaque excès, range sur la fermeture totale ou ouverture naïve, comporte un coût. L'enjeu central devient alors moins le choix d'un camp que la capacité à ajuster en permanence la ligne de souveraineté, sans perdre l'équilibre initialement préservé. L'affaire des 5 milliards ne touche pas tous les publics de la même manière, mais elle agit comme un miroir, renvoyant à chacun une question différente sur le rapport à la souveraineté et à la responsabilité collective. Trois groupes en particulier cristallisent ces résonances. Pour les analystes, intellectuels et leaders d'opinion, l'épisode invite à reconsidérer certains cadres d'analyse hérités. La coopération internationale n'apparaît plus comme un bloc homogène, mais comme un ensemble de pratiques hétérogènes dont certaines peuvent dériver vers l'influence dissimulée. Cette prise de conscience nourrit un débat plus exigeant sur les conditions de partenariats équilibrés, fondés sur la transparence et la réciprocité, plutôt que sur la dépendance tacite. Chez les jeunes générations engagées, l'impact est plus direct. L'affaire agit comme un électrochoc civique. Elle montre que la souveraineté ne se joue pas uniquement dans les sommets diplomatiques, mais aussi dans des comportements quotidiens. Refuser la rumeur, documenter les faits, exiger des preuves. Pour ces publics, la vigilance devient une forme d'action politique moins spectaculaire mais plus durable. Enfin, pour les citoyens ordinaires, souvent éloignés des arcanes institutionnels, l'événement suscite un sentiment ambivalent. D'un côté, une inquiétude face à la fragilité perçue de l'État. De l'autre, une fierté collective liée à la capacité démontrée de résister à une tentative de manipulation. Les discussions dans les quartiers, les marchés ou les médias locaux traduisent Rebâtit ce basculement. La souveraineté cesse d'être un concept abstrait pour devenir une expérience partagée. Dans ces trois cas, le point commun est clair. L'affaire redéfinit le rôle du citoyen, non comme simple spectateur des crises, mais comme acteur indirect de leur résolution par l'attention, le discernement et la mémoire collective. Transformer une victoire tactique contre une tentative d'ingérence en dynamique durable suppose une trajectoire claire, structurée autour de décisions mesurables. Trois leviers principaux se dégagent, chacun conditionnant la solidité de l'ensemble. À ce stade, Ibrahim Traoré assume un rôle de coordinateur plus que de symbole, chargé d'orchestrer des choix dont les effets s'inscrivent dans le temps. Le premier levier concerne la reconfiguration des partenariats extérieurs. Il s'agit de réévaluer les accords existants, notamment dans les secteurs stratégiques, afin de garantir une traçabilité complète des flux financiers et décisionnels. Le calendrier est volontairement resserré. Les premières révisions doivent intervenir dans les mois suivant l'exposition de l'affaire. L'indicateur de succès n'est pas la rupture, mais l'obtention de clauses plus lisibles et de mécanismes de contrôle partagés. Le deuxième levier porte sur la transparence interne et la gouvernance. La mise en place d'outils de suivi des financements publics et des projets sensibles permet de réduire les zones grises exploitées par les réseaux d'influence. Ici, la mesure est simple. Et donc, plus un circuit est visible, moins il est vulnérable. L'efficacité se juge à la capacité des institutions à produire des données vérifiables, accessibles et cohérentes. Le troisième levier touche à la mobilisation civique et à la formation.
Renforcer la résilience ne passe pas uniquement par la sécurité, mais par l'appropriation citoyenne des enjeux de souveraineté. Des programmes éducatifs et civiques ciblés visent à transformer l'élan émotionnel en vigilance durable. Ensemble, ces étapes dessinent une feuille de route pragmatique. Elle ne promet pas l'absence de tension, mais offre un cadre pour les absorber sans perdre l'équilibre institutionnel acquis. Le fil du récit revient à ce personnage discret évoqué plus tôt. Cet officier qui a choisi d'observer plutôt que de réagir, de documenter plutôt que de dénoncer. Sa décision initiale, presque invisible, résume l'esprit de toute l'affaire. Résister sans bruit, mais avec méthode. Ce choix individuel, répété à plusieurs niveaux, a permis à l'État de transformer une menace silencieuse en moment de clarification collective. Dans cette séquence finale, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit différemment. Il n'apparaît pas comme l'homme d'un coup spectaculaire, mais comme celui qui accepte la lenteur, le doute et le coût politique de la transparence. Ce positionnement donne une cohérence au récit. La souveraineté n'est pas défendue par des gestes éclatants, mais par une accumulation de décisions mesurées, souvent impopulaires à court terme. Le motif de la valise, au départ simple objet, change alors de sens. Elle ne symbolise plus l'argent, mais la ligne franchie ou refusée. Ce glissement explique pourquoi l'événement continue de résonner au-delà de son dénouement immédiat. Il a offert au pays un moment rare de lucidité partagée. Et, en quelques mots, la phrase qui résume tout. La liberté se protège d'abord par la patience, pas par le bruit. Cette histoire ne se referme pas sur une certitude, mais sur une interrogation ouverte. Elle montre qu'un État peut déjouer une tentative d'ingérence sans recourir à l'escalade, à condition d'accepter la complexité et le coût de la lucidité. Le Burkina Faso n'apparaît plus ici comme un simple théâtre de rivalité, mais comme un acteur capable de poser ses propres limites. La question dépasse largement ce cas précis. Elle concerne toute société confrontée à des influences qui ne se déclarent jamais ouvertement. Jusqu'où faut-il aller pour préserver son autonomie sans rompre les liens nécessaires à la coopération? Où placer la frontière entre vigilance et fermeture? Ces dilemmes ne sont ni abstraits ni lointains, ils se posent à des degrés divers, à de nombreux pays. Le sens de ce récit tient dans cette tension assumée. Il invite à regarder les faits savantes, les slogans, à discuter des choix plutôt que des camps, et à reconnaître que la souveraineté se construit moins par des postures que par des pratiques concrètes. La réflexion reste ouverte. À chacun désormais de se demander comment, à son échelle, il reconnaît les signaux faibles et participe à un dialogue plus exigeant sur l'autonomie collective.